Attends, le go, on peut y aller? Ah bah très bien, bienvenue. Merci à tous pour cette conférence sur la pompe à chaleur hybride. Mais on verra que derrière ce mot se cache plein de réalités, puisque là, le sujet qui nous rejoint autour de cette table ronde, c'est bien de décarboner la ville sans la fragiliser, tout en préservant la qualité de vie. Alors ça, c'est un beau défi que doivent relever notamment les acteurs du logement social. Alors comment relever ce défi? En combinant, on va le voir, combiner les énergies, combiner les technologies, et puis surtout faire en sorte que ce soit des choses durables, des choses tenables dans le temps et soutenables pour les habitants. On va un peu évoquer tout ça. Donc on va explorer ensemble pendant cette demi-heure une vision d'avenir, des retours terrain et des projets très concrets. Donc pour parler de tout ça autour de la table sont réunis je vais vous présenter. Monsieur Fabre, directeur d'exploitation chez Paris Habitat, Arnaud Guillot, responsable du service technique à la SIEC, installateur exploitant, et monsieur Pujol Jacomi Rémy, vous êtes directeur commercial, et moi-même votre serviteur Antoine Cellier, qui sera à la fois l'animateur et le porte-parole pour GRDF. Alors, comme je suis l'animateur, du coup je prends la parole en premier, j'en profite, et je voudrais rentrer tout de suite pour planter un peu le décor, parce que le décor qu'on plante, c'est bien celui de la décarbonation. La décarbonation, il faut prendre beaucoup de recul, ce sont des trajectoires horizon 2050. GRDF doit régulièrement faire un exercice de scénario de décarbonation à la demande de la Commission de régulation de l'énergie. Ce scénario, il est conforme à la SNBC. Donc nous avons écrit avec nos collègues de la filière gazière ce scénario à horizon 2050 qui s'appelle Perspective Gaz 2030, qui a été mis à jour il y a quelques mois. Et dans cette perspective, nous, comment on voit les choses? On les voit de deux façons. La première, c'est qu'il faut baisser les consommations de gaz. La deuxième, c'est la montée en puissance du gaz vert. Donc on voit sur cette figure, on voit ce qu'on cherche à faire, le double levier, celui de l'efficacité énergétique qui fait qu'on va passer en 2023 de 400 TWh à 282 en 2035. Et en vert foncé, on voit bien la montée en puissance du gaz vert qui est injecté dans notre réseau. C'est en jouant sur ce double levier qu'on arrive à atteindre la décarbonation. Et quand on va un peu plus dans le détail, en fait, cette décarbonation, quand on zoome sur le monde du logement, parce qu'on est aux assises du logement, en fait, on est à 123 Tera, 115 Tera en 2023 sur le résidentiel. Ces 115 Tera, on va les emmener à 76 Tera en 2035. Comment on va faire? Il y a plusieurs leviers. Il y a un peu de réchauffement climatique, on l'a pris en compte dans le modèle. Cette trajectoire, elle est conforme à la SNBC, je le répète. Mais surtout, on voit bien qu'il y a un enjeu sur les nouveaux équipements. Parce qu'à côté, il va y avoir de la rénovation, il va y avoir de la destruction, les villes se transforment. Mais surtout, on voit bien qu'il y a un enjeu sur les nouveaux équipements. Et nous, ces nouveaux équipements sur lesquels on croit beaucoup, qui vont permettre la décarbonation de notre parc, en fait, c'est la montée en puissance des systèmes hybrides. Plusieurs leviers, on le voit sur ce graphique. Déjà, il faut éradiquer absolument les chaudières basse température standard. La France est la dernière élève dans la classe Europe sur ce type d'équipement. Donc nous, on a un vrai travail d'éradication de ces chaudières à mauvais rendement qu'on va drastiquement faire baisser. Développer la chaudière à condensation, parce que c'est quand même un outil très performant et qui est présent dans le patrimoine. Et à côté de ça, développer de manière assez forte les systèmes hybrides. Donc, excusez-moi. Donc, ces systèmes hybrides, justement, rentrant dans le concret, il y a un véritable enjeu de transformation du patrimoine social. C'est pour ça, du coup, je vais passer la parole à monsieur Fabre, puisque décarboner un patrimoine, on se rend compte que c'était une stratégie. C'est jouer sur plein de leviers. Et du coup, je vous laisse un peu présenter, bien sûr, Paris Habitat et un peu votre stratégie. Je veux bien que vous mettiez la slide. Comme ça. Oui. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, par rapport à la stratégie et aux enjeux, par Habitat, on représente 126 000 logements, dont 115 000 sur Paris Intramuros. Donc, si je commence par ça, c'est que c'est principalement les caractéristiques du patrimoine que l'on entretient qui font en fait la stratégie. Forcément, sur Paris Intramuros, vous avez une architecture très hétérogène. On a un éventail d'âge du patrimoine. L'âge moyen du patrimoine Paris Habitat, c'est 65 ans. Donc, dites-vous bien que ça va de patrimoine très ancien dans le centre de Paris jusqu'à des ensembles beaucoup plus récents, notamment en très proche banlieue. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a l'enveloppe,
On va parler de la façon dont les équipements sont répartis. On a à peu près 50 000 logements en gaz collectif, encore, chaufferie classique. On a déjà 40 000 logements quasiment en réseau de chaleur, donc sur lequel la décarbonation et le mix énergétique est déjà quelque chose de présent. Et puis ensuite, on attaque tout ce qui va être individuel. On a 35 000 chaudières individuelles avec encore quelques basses températures, quelques milliers. Et il nous reste ensuite 10 000 logements à peu près en individuel électrique. Une fois que j'ai dit ça, le fonctionnement également qu'il ne faut absolument pas oublier quand vous êtes un propriétaire ou que vous êtes sur une copropriété par exemple, c'est que la petite particularité de Parabitas, c'est qu'on est aussi notre propre acheteur d'énergie. Ce qui signifie qu'en dehors des réseaux de chaleur où nous avons des concessionnaires imposés en fonction des délégations, c'est nous qui fixons notre façon d'achat sur l'électricité et évidemment sur le gaz. Après, derrière, d'un point de vue cartographie, si on quitte uniquement le giron de Parabitas, on va avoir le socle avec lequel on peut travailler. Là, je vais penser aux stratégies de sobriété énergétique que la COP 21 a pu édicter, ainsi que la loi climat et résilience de 2024, dans lequel, pour nous, au quotidien, les objectifs sont les suivants. C'est baisser les consommations énergétiques de 35% à horizon 2030, de 50% à horizon 2050. Comment ? Et surtout sans oublier l'émergence du confort d'été, puisqu'on va beaucoup focaliser sur chauffage et sur eau chaude sanitaire, mais de plus en plus les conditions climatiques, et aujourd'hui je pense que tous vous le ressentez, on a également l'intérêt du confort d'été à faire émerger. Et puis le mix énergétique, le recours aux énergies renouvelables. Si je reste un tout petit peu sur les chiffres de Parabitas, avec 50 000 logements en chauffage collectif gaz, ça passe forcément par l'hybridation et donc par l'adjonction ou en tout cas le recours à d'autres énergies dans le choix. Dernier mot sur la stratégie, c'est forcément donc une stratégie patrimoniale qui dit finance, avec un plan stratégique de patrimoine comme tous les bailleurs ont. Le nôtre a été adopté sur la période 2019-2028. On est encore en train de le réviser, mais sur cette période-là, c'est environ 1,3 milliard d'investissements qui sont faits avec en premier objectif 16 000 logements que l'on va réhabiliter, là sur lesquels on va énormément travailler sur le bâti, donc ça va être de l'isolation, beaucoup par l'extérieur quand c'est possible, énormément en intérieur quand vous êtes dans Paris. Et une fois qu'on a dit ça, il nous reste, moi, ce qui est mon cœur d'activité principal, c'est le renouvellement des équipements. C'est-à-dire qu'au-delà du travail sur le bâti, c'est les productions en elles-mêmes sur lesquelles on va pouvoir avoir un levier. Et c'est une fois que les réseaux de chaleur qui nous dictent leur stratégie de par la distance au réseau, c'est d'autres éléments qu'on va rechercher. Voilà, donc on voit une stratégie où vous jouez sur de nombreux leviers, une volonté de diversifier le bâti, les équipements. Donc pas de solution unique, logique de combinaison. Mais tout ça quand même avec un peu d'innovation. Alors l'innovation, comment Paris Habitat pilote-t-il cette innovation dans la diversité technologique ? Expliquez-nous. Alors je vais être très clair, si certains de mes prédécesseurs me voyaient en train de vous présenter de l'innovation, ils tomberaient de leur chaise. C'est vraiment pas du tout mon cœur de métier. Je me répète, 126 000 logements, on doit donner 19 degrés à nos locataires, on est dans une logique de rendement, de qualité d'usage et de confort. À un moment ou à un autre quand même, tous les éléments et tous les chiffres que j'ai pu vous donner précédemment nous obligent et concourent vers un changement des mentalités. Après, derrière innovation, je voudrais aussi qu'on parle tout de suite du terme de pragmatique et d'innovation pragmatique. C'est-à-dire que la technologie est forcément un outil sur lequel on doit s'appuyer, mais il faut qu'on soit aussi en capacité de rester dans des modes de production et dans des fonctionnements qui restent maîtrisables et exploitables. Je vais citer quelques exemples. On a pu mettre en place sur les dernières années, dans les rénovations d'équipements, une chaufferie biomasse, notamment dans le Val-de-Marne. On a un grand ensemble de 1200 logements qui est en chauffage collectif gaz de base, sur lequel on a pu, lors de la modernisation, intégrer une chaufferie pellet. C'est 1000 tonnes par an de pellets qui sont consommés. Mais ça, c'est réalisable parce que nous sommes en banlieue et que l'environnement urbain et l'acheminement des pellets le permet. L'autre élément, la géothermie. On a aussi une chance avec l'implantation parisienne. On a 108 hectares d'espace vert, y compris dans Paris Intramuros. Donc forcément, lorsque l'on vise le renouvellement des équipements, on regarde si d'un point de vue géothermie et en fonction du foncier qui est présent, des puits sont envisageables et on essaie de regarder quel modèle économique en ressort derrière. Autre élément, les pompes à chaleur. On a 9 pompes à chaleur RO présentes sur le parc.
petite difficulté, nuisance sonore, il faut trouver des locaux qui soient adaptés, qui permettent de faire l'évolution et de sortir du uniquement gaz pour apporter une pompe à chaleur. Et puis on a deux pompes à chaleur au haut, mais j'en dirai pas plus puisque après mes camarades de la SIEG vont rentrer plus dans le détail. Alors voilà, justement, on est au cœur de ce que vous avez évoqué, des systèmes hybrides, pompes à chaleur, pack OO. Vous nous avez suscité notre curiosité, piqué au vif. Et alors justement, je me tourne vers la SIEC, puisque je crois que vous allez nous présenter 3 exemples justement de ce qui a été évoqué, d'innovation mise en œuvre sur le parc de Paris Habitat. C'est ça. Alors, tout le monde entend bien. Avant de présenter les 3 sites, alors Paris Habitat, tout le monde connaît, évidemment. Et merci Cyril, parce que c'est vrai qu'on permet de voir l'ampleur de Paris Habitat et les projets qu'ils font. Qui connaît SIEC dans la salle, s'il vous plaît? Levez la main. On n'en a pas beaucoup. Alors SIEC, c'est une filiale du groupe Engie Solutions. Okay, donc pour ça, notre cœur de métier, c'est une société qui a 60 ans. Hein, et pour la genèse de la société, à la base, nous, on était des fabricants de chaudières à l'époque, il y a 60 ans. On s'appelait Sécassier. Et on a un client, je vais le nommer, c'est la ville de Paris, qui nous a demandé de faire la maintenance parce qu'on était sur une techno où les autres mainteneurs n'arrivaient pas à aller au maximum des performances. Donc on a fait le SAV et on est devenu SIEC. Engie a eu le nez creux et nous a racheté il y a 20 ans. Voilà l'histoire de SIEC qui fait donc de l'installation et qui fait de l'exploitation et maintenance. D'accord, donc on travaille avec des bailleurs sociaux, avec des syndics de copropriété, des collectivités, du tertiaire et des hôpitaux. Et depuis 3 ans maintenant, avec le changement, avec les nouveaux plans stratégiques de nos clients, on a vu une deuxième trajectoire qui s'ouvrait à nous sur l'expertise métier. Et donc on a ciblé dans cette expertise la géothermie de surface, la pompe à chaleur, le froid, le solaire thermique. Donc on est sur des systèmes hybrides. Donc on a fait ce constat-là, l'avenir il est fait de ces systèmes. Et pour y arriver, nous, notre cœur de métier, c'est le chauffage. Mais quand on parle d'une pompe à chaleur, donc d'hybridation, on parle de chauffage et de froid. Et nous, on est dans le métier, on a nos techniciens qui sont avec nous. Un technicien chauffagiste n'est pas un technicien frigoriste. Donc le constat qu'on a fait chez SIEC, c'est qu'il faut faire de la formation. Les monter en expertise, ne pas faire d'un technicien qui devient un manager, c'est pas ça pour nous la clé, mais d'un technicien qui devient un technicien expert sur ces technos. Et donc c'est vraiment cette carte-là qu'on a voulu jouer. Et notre ADN autour de la transition énergétique se ressent de plus en plus grâce à ce programme qu'on a mis en place, parce que depuis, alors, on a des innovations, on va en parler juste après d'une de nos innovations de cette année, mais qui nous permet donc de proposer des nouvelles solutions, décarbonées à nos clients et autour de l'hybridation. Ça se reflète également donc sur je me permets Antoine, sur le portefeuille, hein, pour illustrer aussi donc SIEC qui œuvre en Ile-de-France sur l'exploitation, maintenance et l'installation. On a 2500 locaux techniques en Ile-de-France et dans ces 2500 locaux techniques, on va avoir des technologies comme la géothermie de surface, comme des chaufferies bois également, la pompe à vapeur d'eau qui est une création de SIEC et puis évidemment les pompes à chaleur. Et c'est là où je vais passer la main à Arnaud qui va pouvoir vous rentrer dans le détail des installations qu'on exploite. Ou peut-être que je vais d'abord te passer la main à toi Antoine. Moi, j'attends 3 exemples. Ah, t'attends 3, c'est ça la mission. Vous m'avez promis 3 exemples. 3 exemples qu'on va vous présenter pour vous montrer que SIEC a déjà bien les pieds dans l'hybridation et qu'avec Paris Habitat notamment, on va continuer là-dedans. Oui, donc du coup, bonjour à tous. Donc dans les exemples concrets qu'on a installés pour le compte de Paris Habitat, la première référence, c'est un site qui n'est pas très loin d'ici, c'est rue du Général Mouchez, si vous connaissez, dans le 13e, où on a une pompe à chaleur RO de 80 kW, qui est uniquement là pour faire de l'eau chaude sanitaire, que ce soit le chauffage et le recyclage. Et pour le côté hybridation, on a des chaudières à gaz à condensation qui, eux, sont basées sur le réseau chauffage et viennent en appoint secours de la pompe à chaleur en cas de besoin. Voilà. L'idée, on a mis les résultats, c'est-à-dire que sur une année d'exploitation,
normale, on se rend compte que cette installation-là permet quand même d'avoir sur l'eau chaude sanitaire 60% de taux de couverture, sachant qu'on est un peu en dessous de l'objectif pour une simple et bonne raison, c'est que sur ce programme-là, on a des travaux de rénovation globale du bâtiment qui sont en cours actuellement, et la chaufferie a été faite en amont pour sécuriser le fonctionnement de l'installation, et nous, nos calculs sont dimensionnés sur l'état futur d'achèvement et en partie sur la partie isolation du réseau d'eau chaude sanitaire, qui aujourd'hui est assez déperditif, on a beaucoup de pertes au niveau du bouclage, et forcément ce bouclage fait que notre pompe à chaleur est parfois insuffisante sur les forts tirages. Donc on arrive sur une pompe à chaleur RO, où on fait de l'eau chaude sanitaire, y compris le bouclage, à obtenir un COP moyen de 2,42, ce qui est plutôt un bon résultat, sachant que sur la courbe qu'on voit en haut à droite, on voit mois par mois le taux de couverture au niveau des barres graphes, et on voit qu'effectivement au mois de juillet, août et septembre, on est quasiment à 100% de couverture ECS du bâtiment, parce que les consommations diminuent, parce que l'eau froide est un peu plus chaude, et donc on est capable. Et au niveau du COP, on voit qu'on est sur un COP qui est plutôt aux alentours entre 2,5 et 3, sachant qu'encore une fois, on fait de l'eau chaude sanitaire, y compris bouclage, c'est-à-dire qu'on a une température de primaire à 70 degrés, donc on est quand même sur des fonctionnements de PAC à haute température. L'hiver, surtout sur janvier et février, alors au départ janvier, on l'avait arrêté parce qu'il faisait tellement froid qu'on s'était dit, est-ce pertinent de faire tourner la PAC RO alors qu'il fait 0 degré dehors? À côté de ça, on a des chaudières à condensation qui tombent pour faire du chauffage, et qui seront certainement plus à même à faire de l'eau chaude à ces périodes-là. Bon. Donc on l'avait arrêté. On a lancé quand même en février pour voir ce que ça donnait, et au final on a même conservé sur décembre, et on voit qu'en décembre, on arrive à avoir un taux de couverture de 50%. Pourquoi? Parce qu'on baisse la température de la PAC pour éviter d'aller chercher trop de puissance, et donc on ne fait plus que du préchauffage, on ne fait plus trop de totalité, et on voit qu'on arrive à maintenir un COP supérieur à 2, qui était entre guillemets la valeur technique imposée par Habitat pour dire en dessous de 2, ça ne sert à rien, vous ne tournez pas. Au niveau des CO2 évités, ça fait quand même 130 tonnes de CO2 évités par an. Sur ce cas concret, sachant donc qu'il y a 207 logements en eau chaude seuls. Le deuxième cas, c'est un cas qui c'est dans le 15e arrondissement. Alors quand on parlait tout à l'heure de l'adaptation au patrimoine, on a la chance, Paris Habitat a la chance sur ce site-là d'avoir un parc au milieu des bâtiments, et on a la nappe qui est à 35 mètres de profondeur, et Paris Habitat a décidé donc de mettre en place une géothermie, donc une PAC OO sur géothermie, où là par contre la philosophie était un peu différente, c'est-à-dire qu'à la base la pompe à chaleur était censée faire le chauffage, sachant qu'on est sur de la géothermie, donc là cette fois on a plus cet aspect climatique, et l'eau chaude et le complément était fait, donc encore une fois, par des chaudières gaz à condensation. Au final, on a proposé à Paris Habitat comme de faire un test pour faire tourner la PAC géothermique en été, pour pouvoir voir ce que ça allait donner. Et donc, là encore, on revoit le graphe en haut à droite. On se rend compte qu'au début, on a un taux de couverture qui est aux alentours de 20% en mars-avril. Bon, mai, il y a un petit rôle technique. Et en novembre-décembre, là, ça veut dire qu'on fait 20%, mais des besoins globaux du bâtiment, chauffage et eau chaude, sachant qu'elle ne fait que le chauffage. Par contre, en juillet, août, septembre, là, fait quasiment 100% des besoins, mais là, ne fait que de l'eau chaude. Voilà. Et on voit au niveau du COP, et au COP, on arrive à monter à 3,5 sur le mois de novembre, parce que on est sur des températures de départ de PAC assez bas pour faire le chauffage. Et sur les mois d'été, on est au fameux 2, qu'on voyait tout à l'heure. On arrive quand même à faire de l'eau chaude, 100% d'eau chaude avec un COP de 2, qui est le COP, encore une fois, minimum demandé par Habitat. Ce qui fait qu'au final, sur une année complète, on a 25... Alors, on n'est pas sur une année complète, justement. On est à 25% de taux de couverture depuis la mise en service de l'installation au mois de mars. Donc, ça veut dire que 25% des besoins en chauffage et en eau chaude de ce site a été fait par la pompe à chaleur sur cette période-là, avec un COP moyen donc, de 2,52 et 139 tonnes de CO2 évité par an. Troisième exemple. Et le troisième exemple, du coup, là, il y a un peu de commerce. Beaucoup plus innovant. Donc, je vais laisser passer. J'ai passé la main. Alors, je vais faire la partie promotionnelle. Alors, je peux le faire en plus avec Cyril, puisque c'est une installation donc, dans le 11e arrondissement, avenue Philippe-Auguste. C'est un bâtiment de Paris Habitat. Et donc, on parle ici d'une technologie des panneaux géothermiques. Quand je disais en préambule que
SIEC forme ses équipiers, mais SIEC fait aussi des partenariats avec les fabricants de pompes à chaleur, les fabricants aussi de nouvelles solutions comme ça, pour mieux connaître les solutions et savoir les installer. Et donc là, on a installé et on exploite donc depuis le 1er février 2025, mise en service, cette installation de panneaux géothermiques. Donc les panneaux on est venu installer au niveau des murs du parking souterrain pour venir récupérer l'énergie du sol. Parce qu'en fait, dans nos murs, derrière nos murs, dans nos parkings, on va avoir la terre qui aura une température de 12 à 15 degrés toute l'année. Et donc, par conduction à travers le mur, on récupère l'énergie via un fluide. Alors, le fluide, c'est de l'eau avec 10% de glycol aujourd'hui, qui traverse les différents murs, les différents panneaux. Et ensuite, on a notre pompe à chaleur au haut. Donc ça, c'est une installation qui a vu le jour au 1er février 2025, qui, d'ores et déjà, et je passerai le micro à Arnaud pour qu'il fasse la même présentation du graphique, mais depuis quelques mois, remplit complètement les conditions qu'on espérait. Donc c'est une solution unique en France, qui s'installe dans tous les parkings souterrains, que ce soit sur du bailleur, de la copro comme du tertiaire, et qui peut faire du chauffage plus eau chaude sanitaire, ou même, et là c'est une solution qu'on aimerait mettre dans Paris, notamment chez un bailleur social, du rafraîchissement, qui pourrait répondre également, on est sur du géocooling, mais qui pourrait répondre à la problématique qu'on va avoir du réchauffement climatique, et notamment pendant l'été avec des températures qui ne font que grimper. Donc on est sur une solution qu'on a mis en place en moins de 3 mois, et qui permet de rentrer aussi dans la stratégie de nos clients, c'est-à-dire qu'on répond à minima avec 10% de NR sur une installation, avec des travaux réalisés en moins de 3 mois, sans pénibilité au niveau du site, parce qu'on est en milieu occupé, donc les locataires ont pu se garer sur le parking pendant nos travaux. Et donc au bout de 3 mois, on a eu une installation qui a été mise en service par nos équipes, mise au point par nos équipes et installée par nos équipes. Et côté résultat, Arnaud ? Alors, côté résultat, donc en fait, la demande de Parabita à la base, c'était aussi de décarboner la partie eau chaude sanitaire. Donc au niveau fonctionnement, on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a une pompe à chaleur eau raccordée sur les panneaux qui fait donc l'eau chaude sanitaire, mais cette fois on travaille qu'en préchauffage. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une technologie haute température de pompe à chaleur, on est là cette fois un peu dans le même système que du solaire, c'est-à-dire on travaille en préchauffage avec la pompe à chaleur. Et nous avons 2 chaudières dédiées, une pour le chauffage à condensation et l'autre à condensation aussi pour l'eau chaude, qui vient faire pour le coup le complément d'eau chaude sanitaire en permanence. Au niveau des résultats, on était parti sur un taux de couverture annuel de 20% global de l'installation en ECS, sachant, comme disait Rémi, 20%, sachant que l'ECS sur ce site-là fait 50% des besoins du bâtiment, les 50 autres % étant le chauffage, ça nous fait donc 10% au global du bâtiment. Actuellement, donc depuis la mise en service, on voit qu'on a un taux de couverture de 18%, donc on n'est pas loin du résultat, sachant qu'on est sur la partie froid, parce que les mois de mars, avril, même si on parle de géothermie et que la géothermie, température constante toute l'année, nous on est sur de la très basse profondeur parce qu'on est premier et deuxième sous-sol, donc on est à 10 mètres de profondeur. Donc on se rend compte qu'on a quand même une certaine influence de la température pour le fonctionnement des panneaux. Et comme je disais tout à l'heure, l'eau froide est encore plus froide. Donc normalement cet été, avec moins d'eau froide, moins de conso, plus de chaleur, on devrait monter ce taux de couverture. Et on a un COP système moyen donc de 2,77. Ce qui permet aussi, encore une fois, d'avoir on espère normalement monter, sachant que l'objectif il serait d'aller à 3 sur ce système-là, en moyenne annuelle. Et donc là, par contre, en extrapolation, on est sur 17 tonnes de CO2 d'éviter par an. Un peu plus de pression sur les panneaux. Donc sur ce site-là, on a 2 niveaux de sous-sol, on a 145 mètres carrés de panneaux, et la pompe à chaleur, elle fait 20 kW voilà, pour 70 logements. Alors en vous écoutant, Arnaud et Rémi, merci beaucoup pour ces 3 exemples qui remplissent complètement la promesse qui a été formulée de présenter des choses à la fois innovantes et puis pragmatiques. On est complètement dans l'innovation pragmatique que vous évoquiez, Monsieur Fabre. Et alors moi, j'ai quand même une question à vous poser en tant qu'installateur et exploitant. C'est quels sont les facteurs clés de succès pour réussir les performances que vous affichez ? Quels ont été les leviers qui font que, à la fin, ça marche ? Je pense que c'est intéressant de témoigner. Alors déjà, c'est, notamment sur ce projet, mais même sur les autres, c'est la coopération avec le client.
Coopération avec le client, coopération aussi avec les fabricants des équipements qu'on va utiliser sur site, être certain d'avoir justement en fait finalement co-designer ce projet, ne pas le faire juste dans notre coin, donc vraiment avoir les bonnes personnes aux bons endroits. On a toujours cette phrase de la bonne énergie au bon moment. Je pense que pour un projet aussi, c'est important d'avoir les bonnes entreprises, les bonnes personnes aux bons endroits. Dans les autres sujets, c'est nous, le choix aussi, c'était d'internaliser. Essayer d'internaliser au maximum pour avoir la main aussi sur comment nous allons réaliser les travaux, comment nous allons poser les différents éléments et être certain que les personnes qui vont le faire ont été formées par le fabricant, ont reçu les conditions techniques qui vont bien pour arriver à la fin à ce que la mise au point se fasse dans les meilleures conditions. Parce que nous, notre garantie auprès du client, c'est de rendre un chantier mis au point, c'est-à-dire qui répond aux résultats qu'on a vendus à notre client. Ça, c'est aussi une grosse contre-performance que beaucoup de clients ont pu avoir par le passé, c'est d'acheter des installations, j'en citerai pas d'installations, mais on voit sur beaucoup de toits de Paris que c'est des installations qui ont été mises il y a plusieurs années et qui finalement, la mise au point n'a pas été faite comme il le fallait et donc on est sur des systèmes qui aujourd'hui ne marchent pas. Donc ce qui est important, c'est, je pense aussi, c'est vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, mettre au point le système et suivre ensuite les performances via la data. Et ça, c'est un club de performance GRDF qui a lieu ce soir. Ok, très bien, merci pour le coup de pub. Mais moi, j'aimerais boucler la boucle et me retourner vers vous, Monsieur Fabre, parce que là, on voit qu'en tant qu'énergéticien, on est hyper content, hein, ça décarbone, c'est hyper performant, c'est bien pensé. Mais tout compte fait, quelle est la vision du bailleur sur ces systèmes à la fois pragmatiques et innovants? Pour faire écho à ce qui a été présenté, puisque ce que Rémi vient d'expliquer, je crois que de toute façon, la décarbonation doit être embarquée dans les projets à partir du moment où on commence à faire des études. En revanche, j'insisterai sur le mot pragmatique, parce qu'on veut des technologies que l'on soit capable de maîtriser et puis d'accompagner. Pour le locataire, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir aussi revenir à l'usager, hein. Le locataire, il est prêt à prendre sa part sur la décarbonation. Sauf que lui, ce qu'il va nous demander, c'est quelque chose qui sera transparent d'un point de vue coût et un confort qui ne lui soit pas détérioré. Financièrement, il nous accompagnera, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais un système très vertueux, mais dont les coûts de maintenance ou les coûts accessoires, comme l'électricité ou autres, vont exploser et vont continuer à déséquilibrer le rapport loyer-charge, seront un échec. Voilà, oui, toujours revenir à l'humain, à l'habitant. Voilà. Donc je vais conclure cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Et moi, ce que je pense qu'on peut retenir de tous ces échanges, c'est qu'à travers l'hybridation, on voit bien que c'est la décarbonation qui se réalise et que cette hybridation, c'est combiner des énergies, mais aussi combiner des compétences, combiner une filière, beaucoup d'humains, et que voilà, quelque chose de bien conçu, bien exploité, c'est prendre soin de la ville, c'est prendre soin de ses habitants, comme vous l'avez dit. Et j'aimerais conclure sur cette touche du prendre soin. Voilà. Mais écoutez, merci. On peut passer aux questions-réponses si j'ai encore le droit à quelques minutes. Voilà, monsieur. Merci. Oui, bonjour. Frédéric Genin, j'ai une formation d'architecte et j'anime un GIE qui crée des montages fonciers et urbains pour répartir la richesse entre le public et le privé. Si je rentre là-dedans, dans 2 heures, on y est encore. Je ne vais pas vous perdre là-dessus, mais on a, au travers du GIE, des gens qui s'intéressent grandement à la géothermie sur sonde, donc dite de surface, c'est-à-dire 120 à 200 mètres de profondeur. Je ne vais pas revenir là-dessus. Avec l'enfouissement de chaleur, on en est un petit peu à l'origine, ce qui permet effectivement de ne pas avoir de refroidissement du sol. On ne va pas rentrer dans la technique à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, ce qui me manque moi comme information, c'est votre système d'hybridation. C'est-à-dire que j'ai une PAC air-eau et un système de chaudière à condensation à haut rendement. Le nombre de dB sur la PAC en toiture, vous la réduisez à combien? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs dossiers, dont un projet avec Cogedim, justement, sur Sartrouville, et on n'est pas du tout d'accord avec les PAC RR à 70 dB. Donc il faut qu'on trouve des solutions alternatives, et je pense que la géothermie sur sonde, ils ne sont pas encore prêts, mais votre système d'hybridation, c'est peut-être une solution pour réduire la nuisance sonore. Alors, voilà, justement, je vous rends le sur les pompes à chaleur RO, le gros problème, comme vous dites, c'est le bruit.
et aussi la partie visible de la chose. Et on sait que malheureusement, tout ce qui se voit s'entend. Et dès qu'on pose une PAC quelque part, même si elle respecte n'importe quel niveau de bruit, les gens vont l'entendre. C'est pour ça que la pompe à chaleur RO qu'on a présentée, nous, elle n'est pas installée en toiture, elle n'est pas installée à l'extérieur, elle est installée dans un local technique, et donc elle n'est pas visible de l'extérieur. Et du coup, l'avantage, c'est qu'elle ne pose pas de soucis majeurs. Et comme vous dites, justement, une des réponses qu'on a en milieu urbain, où on ne peut pas mettre de pompe à chaleur RO, de par le fait d'avoir un voisinage trop proche, un environnement qui est trop calme, bah, c'est la pompe à chaleur OO, qui est soit raccordée sur des sondes géothermiques, mais là, il faut du foncier pour pouvoir creuser, ou sur des structures qui ont déjà été creusées, typiquement les parkings souterrains, et dans lesquels on peut installer les fameux panneaux, où cette fois, il n'y a plus besoin de faire de nouveaux forages, parce que ça existe déjà. La troisième solution dont on n'a pas encore évoqué ici, mais qui est une solution sur laquelle on travaille, c'est aussi sur toute la partie récupération sur eau grise ou usée. Ça aussi, on a des projets là-dessus dont on pourra parler peut-être plus tard. Mais du coup, c'est eau usée, sachant que l'eau usée, c'est l'eau grise plus l'eau noire. Et du coup, l'idée de ces panneaux, c'est pouvoir mettre des pompes à chaleur en milieu urbain, dans des locaux techniques, qui ne dérangent personne en termes d'acoustique, et ni en termes de visuel. Oui, mais en même temps, je reprends la PAC RO. Oui. Ça veut dire quand même que vous la mettez plus en toiture, c'est une très bonne chose, mais ça veut dire que vous avez besoin d'un système d'alimentation en air pour qu'elle fonctionne. C'est ça. Donc on a un surdimensionnement de gaines pour amener de l'air et l'évacuer. Alors les pièges à son, si j'ai bien compris, sont dans le local technique. C'est ça. Ce qui veut dire que je récupère des gaines de 3 mètres, 4 mètres carrés pour pouvoir alimenter et évacuer. Voilà, là, non, mais c'est pas gênant ça. Je veux dire, par rapport au fait de ne pas avoir de nuisance, c'est epsilon. Mais c'est bien un système que vous mettez en place. Oui, c'est-à-dire que nous, nos pompes à chaleur RO aujourd'hui sont la plupart du temps dans des structures bâtimentaires, souvent sur une cour anglaise, avec des pièges à son, où on vient prendre en vrac l'air dans l'air et on vient rejeter en gainée avec des pièges à son pour pouvoir éviter la transmission du bruit en aérien. D'accord. Mais surtout, ne pas l'avoir. Parce que... Ouais. Mais ça, à la limite, on peut faire des écrans architecturaux en passant l'accord avec la BF du coin. Mais bon. Même les écrans, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Ça fait du bruit et moi, je suis d'accord avec toi. Votre solution hybride est pas mal quand on n'a pas de terrain pour effectivement faire des sondes. Alors, juste pour compléter, en fait, nous, on a accompagné un promoteur sur un projet neuf. On a hybridé, on a comparé le système 100% PAC avec une hybridation des PAC avec seuil 2025 et RE 2020. Et on divise par 2 le nombre d'unités extérieures sur le toit, grosso modo. Mais pour autant, on ne divise pas par 2 le bruit. Il faut rester humble là-dessus. Il y a une loi, je serais incapable de vous l'expliquer, qui fait que, bon, ça diminue le bruit, mais on ne le divise pas par 2. Mais il est évident qu'on arrive quand même à réduire la nuisance. Ça, c'est indéniable. Et je vois que le gardien du temps nous a rattrapés. On peut encore prendre une question, c'est fini? Voilà, on a un gardien du temps. Pardon? Oui, on a un stand, bien sûr, donc on sera sur place, on pourra continuer la discussion. Merci.